Voilà, rebonjour les amis. On n'en voit pas encore le bout, hein. On voit le bout un petit peu des différents chapitres. Mais par contre, ça fait quand même un petit moment que je vous ai quitté. Vous me manquez. J'espère qu'à un moment donné, on va quand même se revoir. Ce serait quand même le must. J'espère qu'on en voit enfin la fin. Donc, deux chapitres cette semaine de mécanique des fluides. La viscosité, l'application du théorème de Bernoulli. Et puis, il nous restera la dernière semaine en roue libre où on verra les deux petits chapitres de mécanique quantique. Donc, chapitre sur la viscosité, approche expérimentale de la viscosité. Pour exploiter un petit peu ça, donc une petite expérience. Vous allez voir que à la fois dans le cours et dans les exercices, on verra deux types d'écoulements qui vont très souvent revenir en viscosité, l'écoulement de couette et l'écoulement de Poiseuille. Donc, dans cet écoulement de couette, on va supposer que l'écoulement est stationnaire. On va déplacer en fait un palais à la surface de l'eau. Cette vitesse V est horizontale du type U égale UX constante. Et on supposera que l'eau, bien sûr, se comporte comme un fluide incompressible. Alors, comment on procède? En fait, on injecte ici par l'intermédiaire d'une seringue, ici, à l'intérieur de l'eau, on va ici insérer une colonne de glycérine qu'on va colorer pour repérer un petit peu le déplacement de cette colonne de glycérine. Donc, on va déplacer ici le palais à la surface de l'eau. Donc, un petit peu plus tard, on va retrouver, admettons, le palais ici, toujours, bien sûr, se déplaçant à la vitesse horizontale. Et en fait, on va s'apercevoir que la colonne de glycérine, ici, se déplace. Si on repère la position d'un point M0 à l'instant T vaut 0, ce point M0 se sera déplacé en fait purement horizontalement. Et le déplacement du vecteur position M0M, ce sera U, Z sur E, si on appelle Z la hauteur du point M0 du point M, fois T, UX. Voilà, chacun des points, en fait, de la colonne de glycérine va se déplacer horizontalement du type U, U étant la vitesse du palais ici, à l'altitude Z égale E, puisque je considère une épaisseur petit e, fois T, le tout selon UX. On exploitera. Ensuite, on essaiera de comprendre d'où vient cette relation-là. Petit b, analyse. Voilà. Donc, en fait, on s'aperçoit que dans cette expérience, puisque chacune des portions du fluide s'est déplacée horizontalement, certainement que sur ces différentes portions du fluide, on a une force horizontale qui s'est appliquée. Ça ne peut pas être, bien évidemment, des forces de pesanteur, puisque le poids est purement vertical. Ça ne peut pas être des forces de pression, puisque les forces de pression, bien évidemment, la pression étant constante dans tout plan horizontal, les forces de pression, ici, ne seront que des forces verticales, puisque la pression n'évolue que verticalement. Donc, nécessairement, d'autres forces sont apparues qui ont permis ici le déplacement horizontal des différentes portions du fluide. En fait, ce qui s'est passé, et c'est comme ça qu'il va falloir comprendre la viscosité, c'est qu'en fait, la surface ici de l'eau est entraînée par un palais à une vitesse V qui est V égale UX. La portion du fond, bien évidemment, puisque le fond du récipient est à vitesse fixe. En fait, ce qui s'est passé, c'est la nécessité de ces forces de viscosité. En fait, vous voyez que les portions du fluide qui sont animées d'une vitesse un petit peu plus grande vont entraîner les portions de fluide qui sont juste en dessous, qui entraînent les portions de fluide juste en dessous, etc. Et ces forces-là, ce sont les forces de viscosité qui vont donner naissance ici. Si vous avez ici un gradient vertical de vitesse horizontale, eh bien ces forces-là seront des forces horizontales qui vont permettre ici de déplacer différentes portions du fluide. Pourquoi? Parce que bien évidemment les différentes portions du fluide ici voient verticalement la vitesse selon X varier. Donc s'il y a homogénéisation des vitesses ici horizontale, il n'y aura pas ces forces de viscosité, bien évidemment. En fait, c'est une inhomogénéité de vitesse horizontale, une homogénéité de quantité de mouvement qui va permettre de mettre ici en mouvement les différentes portions du fluide. Du coup, petit c, définition de la viscosité, donc, que j'ai mis dans cette portion C. Donc, si on reprend ici notre axe DZ, notre axe X et notre axe Y, je considère à une altitude Z une petite tranche ici de fluide de largeur Tx. Eh bien, la force de viscosité
qui va apparaître, cette force tangentielle. Elle n'existera que s'il y aura gradient ici vertical de vitesse horizontale. Donc ce sera proportionnel à d de Vx sur dz. Donc là, si vous avez par exemple une vitesse de déplacement horizontale avec un gradient de vitesse selon z, proportionnel à la surface d'application. Donc la surface d'application ici, ce sera un dx dy. Bien sûr, cette force, elle est horizontale, donc elle est exercée selon ux. Et devant, on a un coefficient de proportionnalité, état, qui est ce qu'on appelle la viscosité dynamique. État, viscosité dynamique. Donc cette loi est une loi phénoménologique, un petit peu comme la loi de Fick, un petit peu comme la loi de Fourier, un petit peu comme le principe fondamental de la dynamique. On s'aperçoit en fait que la force de viscosité surfacique, D2Ft sur ds, ici, eh bien, on peut mettre D2S infiniment petit du second ordre, ce sera état d de Vx sur dz ux. Bien évidemment, c'est parce que ici, j'ai pris une vitesse de déplacement horizontale avec un gradient vertical de vitesse. Bon, quelques mots sur la viscosité dynamique, ici. Si la viscosité dynamique, on la suppose constante, à ce moment-là, on parlera de fluide newtonien. En général, cette viscosité va dépendre de la vitesse. En général, on a affaire à un fluide non newtonien. La viscosité dépend de la température et de la pression. L'unité de la viscosité dynamique, ici, puisque la force est en kg mètre seconde moins 2, le gradient de vitesse, eh bien, on aura des mètres par seconde divisé par des mètres, donc ça fera des secondes moins 1, et la surface qui sera en mètres carrés. Ce qui fait que la viscosité dynamique, ici, on l'aura en kilogrammes par mètre et par seconde. Souvent, l'unité la plus pratique qu'on utilise ici, 1 kg par mètre et par seconde, c'est ce qu'on appellera un poids-œil. Grand P, petit l, donc un poids-œil qui est l'unité de viscosité. Je vous ai mis quelques ordres de grandeur. Pour l'eau, par exemple, la viscosité dynamique de l'eau, 10-3 poids-œil. Pour l'air, un 8-10-5 poids-œil. Pour la glycérine, ici, fluide nettement plus visqueux, 1400 fois plus visqueux que l'eau, 1,4 poids-œil. Donc, je rappelle un petit peu ce que j'ai dit. Les forces de viscosité, ce sont des forces, bien sûr, dissipatives, qui sont dues à une variation, ici, verticale de la vitesse, par exemple, horizontale. Donc, il faut une inhomogénéité de vitesse, une inhomogénéité de quantité de mouvement pour voir apparaître, ici, ces phénomènes de viscosité, qui est lié, bien sûr, à un phénomène de transport, inhomogénéité de quantité de mouvement. Au même titre que la diffusion électrique, qui était due à une inhomogénéité de tension, le phénomène de diffusion moléculaire, qui était dû à une inhomogénéité de concentration, le phénomène de diffusion thermique, qui était dû à une inhomogénéité de température. C'est encore un phénomène de transport, c'est encore un phénomène dissipatif. Grand 2, voyons l'équation de Navier-Stokes. L'équation de Navier-Stokes. L'équation de Navier-Stokes, c'est le principe fondamental de la dynamique, ici, appliqué sous forme volumique, en tenant compte, en fait, des forces de viscosité. Donc, c'est un PFD volumique avec force de viscosité. Donc, si on remarque un petit peu les différentes expressions, on aura mu dv sur dp, dt, donc mu fois la dérivée lagrangienne de la vitesse, qu'on peut bien sûr remettre en dérivée eulérienne plus le terme convectif. Voilà. Égale somme des forces volumiques. Dans les forces volumiques, on aura bien sûr très souvent les forces de pression volumique, moins grade de P. Ici, le poids volumique, bien sûr, qui est égal à mu G. Voilà. D'autres forces volumiques, on aura rarement le cas. Et on aura bien sûr également nos forces de viscosité volumique. Tout à l'heure, on a vu l'expression des forces de viscosité cinématiques. On va établir maintenant l'expression
des forces de viscosité volumique. Donc pour ça, on peut refaire un petit dessin comme tout à l'heure. Ici, en fonction de Z, X, Y. Et puis, je vais prendre une tranche, ici, de particules fines entre Z et Z plus dz. Si on se remet dans le cas de l'écoulement de couette, je vous rappelle qu'au-dessus, bien sûr, les vitesses sont plus importantes qu'en dessous. Donc, ça va avoir tendance à créer une force, ici, surfacique de viscosité, on l'a vu tout à l'heure, qui était du type état dvx sur dy. Donc ici, à la cote z plus dz, ce sera état dvx sur dz en z plus dz, multiplié par d2s ux. Par contre, sur la particule fluide plus bas, comme les tranches du dessous vont moins vite, on aura tendance à avoir une force de viscosité qui aura tendance à ralentir le bas de la particule fluide. Et donc, on aura d2f' qui sera état dvx sur dz, cette fois la cote z, d2s ux, avec un signe moins, puisque cette force est dans l'autre sens. Quand je vais sommer les forces de viscosité, donc force de viscosité totale exercée sur la particule fine, j'aurai état ici, bien sûr ds, ux, et on aura d de vx sur dz en z plus dz. Donc on pourra écrire d 2vx sur dz en z, plus dz dérivée seconde. Ici, j'enlève, puisque j'ai moins état d de vx sur dz, ça disparaît. Voilà, ces deux termes-là disparaissent. Et en fait, je m'aperçois que les forces volumiques, ici, de viscosité, df total, ce sera état d2s ux, dz, d2vx sur dz. Donc en fait, les forces totales de viscosité, ce sera état d2s, je vous rappelle que c'était un dx, dy. Je multiplie par dz, dérivée seconde de vx par rapport à z2, ux. Du coup, les forces volumiques de viscosité qui sont ici, ce sera df total sur le volume. Le volume, bien sûr, de la particule fluide, ce sera dx, dy, dz. Donc, ces forces volumiques de viscosité, ce sera état dérivée seconde de vx par rapport à z2, ux. Donc, ça, c'est très important et ce sera à retenir souvent dans les exercices. En fait, la force surfacique de viscosité, ici, ce sera état dérivée première, ici, de Vx par rapport à Zux. Et quand on vous demandera des forces volumiques de viscosité, ce sera état dérivée seconde. Surfacique dérivée première, volumique dérivée seconde. Voilà ce que l'on aura. Équation de Navier-Stokes, ici, mu fois la dérivée particulière, ici, de la vitesse. On développe en dérivée lagrangienne plus le terme convectif. Et dans les forces volumiques, bon, les forces volumiques de pression, le poids volumique mu g. Éventuellement, dans des cas extrêmes, on aurait d'autres forces volumiques, mais surtout la force volumique ici de viscosité qui vaut état fois la dérivée seconde. Bien évidemment, si vous êtes ici avec d'autres coordonnées, cylindriques ou sphériques, on remplacera la dérivée seconde par un Laplacien ici de la vitesse. Si c'est bien sûr un déplacement horizontal, ce sera le Laplacien de la vitesse selon x, mais bien sûr, on peut avoir quelque chose à 3 dimensions. Et à ce moment-là, on utiliserait les coordonnées cylindriques ou sphériques. Voilà, on récapitule donc notre équation de Navier-Stokes, hein, très très important. Mu fois l'accélération particulière, le terme de dérivée eulérienne, le terme convectif et les forces volumiques de pression. Force volumique ici de pression, le poids volumique, mu g, et les forces de viscosité volumique. Voilà. Grand 3, très important, nombre de Reynolds. Alors, on a introduit un nombre qui est très très important, ici, qui va nous permettre de simplifier dans certains cas cette équation de Navier-Stokes, qui peut être très très compliquée. Hein. Vous voyez que ici, vous avez quand même une dérivée partielle par rapport au temps, un terme convectif, et puis d'autres formes de pression, des dérivées secondes, etc. Donc, le nombre de Reynolds, souvent, va nous permettre de simplifier cette équation-là.
En effet, on va écrire l'équation de Navier-Stokes sous la forme mu dV sur dt. Le terme convectif, on va le passer de l'autre côté. Donc, on laissera moins grade de P ici. On laissera éventuellement le poids volumique mu G. Et puis, je passe le terme convectif de l'autre côté et le terme de viscosité. Le but du nombre de Reynolds, ici, ça va être de comparer le terme convectif et le terme de viscosité. Donc, en fait, le nombre de Reynolds, ici, représentera le rapport du terme convectif sur le terme de viscosité. Donc, le terme convectif, en norme, ce sera mu V scalaire gradient appliqué à V. Et le terme visqueux, état d2Vx sur dz2. On va faire de l'analyse dimensionnelle pour comparer ces deux termes-là. Donc, le terme ici convectif, donc, au niveau analyse dimensionnelle, ça fera mu. V, on aura V carré. Et comme le gradient ici, c'est une dérivée de quelque chose par rapport à une longueur, et bien si j'appelle L la longueur caractéristique, je peux mettre ça en analyse dimensionnelle sous la forme mu V carré sur L. Le terme visqueux, ce sera état, dérivée seconde de la vitesse, donc c'est la vitesse, hein, V, et puis par contre on divise par une longueur au carré. Du coup on simplifie un petit peu, ça nous fait mu V, ici, L sur état. Donc le nombre de Reynolds, il est égal à la masse volumique fois la vitesse fois une longueur caractéristique sur la viscosité dynamique. On rentre une nouvelle viscosité qu'on notera très souvent nue, la viscosité cinématique. La viscosité cinématique, c'est la viscosité dynamique divisée par la masse volumique. Du coup, on va la retrouver ici, ce qui fait qu'en fait, le nombre de Reynolds, ce sera la vitesse fois la longueur caractéristique sur la viscosité cinématique. Si on regarde au niveau ici dimension pour la viscosité cinématique ici, je vous rappelle qu'on a dit tout à l'heure que la viscosité dynamique c'était en kilogrammes par mètre et par seconde, la masse volumique c'est en kilogrammes par mètre cube. On retrouve ici que la viscosité cinématique est en mètre carré seconde moins 1. Je vous rappelle, c'est exactement la même dimension que le coefficient de diffusion dans le phénomène de diffusion. C'est la même chose que la diffusivité thermique sur le phénomène ici de conduction thermique. Voilà, donc nombre de Reynolds, V, L sur nu. V, vitesse, L, longueur caractéristique et nu, viscosité cinématique. Si on regarde un petit peu les expressions des viscosités dynamiques et cinématiques. Alors, je vous ai mis un petit tableau sur le poly. Vous avez ici, sur la première ligne, pour l'eau, l'air et la glycérine, ici les expressions de la viscosité dynamique. On est à 10-3 poids-œil, on l'a vu tout à l'heure pour l'eau, 1,8 10-5 pour l'air et 1,4 pour la glycérine. Je vous ai mis en dessous une colonne ici avec les masses volumiques. Bien sûr, l'eau, 1000 kg par mètre cube, l'air, 1,3 kg par mètre cube. Pour la glycérine, on est à 1300 kg par mètre cube. Du coup, si on calcule la viscosité cinématique de ces trois fluides, pour l'eau, on est à 10-3 sur 10-3, donc à 10-6. Pour l'air, à 1,4 10-5. Pour la glycérine, à 1,1 10-3. Donc attention, vous voyez que les viscosités cinématiques et dynamiques, ici, quand on va les comparer, eh bien, on peut intervertir ici l'importance de différents fluides. Si on regarde un petit peu, vous voyez que l'air, 1,8 10-5, a une viscosité dynamique bien plus faible que celle de l'eau. Par contre, vous voyez que c'est dans le sens inverse, c'est-à-dire que la viscosité ici cinématique de l'eau, 10-6, devient plus petite que celle de l'air. Donc attention aux comparaisons. Ici, vous avez l'ordre des viscosités dynamiques qui ne sont pas forcément les mêmes que l'ordre des viscosités cinématiques. Voilà, nombre de Reynolds, très important, terme convectif sur terme visqueux. Du coup, si on calcule par analyse dimensionnelle un ordre de grandeur du nombre de Reynolds, si le nombre de Reynolds est très grand devant 1, c'est le terme convectif qui l'emporte devant le terme visqueux, c'est plutôt le terme de déplacement qui l'emporte. Par contre, si le nombre de Reynolds est très petit devant 1, ça veut dire que le terme visqueux, il est très grand devant le terme convectif. Donc là, on a des phénomènes de viscosité qui auront tendance à l'emporter,
ici, donc quelque chose qui ne se déplacera pas facilement. Et si par contre le nombre de Reynolds est de l'ordre de l'unité, bah, bien évidemment, on ne pourra pas simplifier l'équation de Navier-Stokes un terme par rapport à l'autre. Si les deux termes sont du même ordre de grandeur, bah, on ne pourra pas simplifier l'équation de Navier-Stokes. On sera obligé de prendre à la fois le terme convectif et le terme visqueux. Mais si ce nombre de Reynolds est très très grand, terme convectif qui l'emporte, on peut négliger le terme visqueux. Donc négliger le terme visqueux dans Navier-Stokes. Si par contre, nombre de Reynolds ici très très petit, le terme visqueux sera privilégié. On pourra enlever, éliminer, simplifier le terme convectif. Voilà, du coup, grand 4, on va revenir sur l'écoulement de couette sur la première expérience. Donc, grand 4, retour sur l'expérience de couette. Donc, je remets bien sûr le principe fondamental de la dynamique. Donc, on aura mu dv sur dt, mu dv sur dt, plus mu v scalaire gradient appliqué à v, moins grade 2p, ici, plus le poids volumique, mu g, plus les forces volumiques de viscosité. On a dit qu'on était en régime stationnaire. La vitesse de déplacement est constante. D'autre part, ici, je vous rappelle qu'on a une vitesse qui est selon x, qui éventuellement dépend de z. Le fluide est incompressible. On a vu au chapitre précédent, si le fluide est incompressible, div de v vaut 0. Divergence de v vaut 0. Donc ça veut dire ici, si on exprime la divergence de v, puisque j'ai une dérivée de vx ici, bah, j'ai qu'une seule composante selon x, dérivée de vx par rapport à x égale à 0. Ça veut dire que dans l'expression du vecteur vitesse, c'est bien ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait j'ai une vitesse horizontale qui ne pourra ici dépendre que de z. Donc quand je vais calculer le terme convectif, ça va nous faire vx ici. Donc sur cette composante-là, puisque le vecteur vitesse ici ne dépendra que de z selon ux, scalaire le gradient, alors je peux mettre d sur dx, d sur dy, d sur dz, mais bien sûr avec le produit scalaire, seule la dépendance en x va être importante, multiplié par la vitesse qu'on peut mettre sous la forme v de z, ux également. Donc dans le produit scalaire, il nous reste v de z, d sur dx. Malheureusement, la vitesse est un v de z ux, elle ne dépend pas de x. Donc, bien évidemment, le terme convectif est égal au vecteur nul. Du coup, on se retrouve simplement avec moins grade de P plus mu G plus les forces volumiques de pression égale vecteur nul. Du coup, on peut calculer l'évolution de pression, bien évidemment. Donc, ça nous fera grade de P égale mu G. On va projeter ça selon l'axe dz. Bien sûr, la pression ne dépendant que de z. Ça fait dp sur dz égale à moins mu g. On intègre cette relation-là. Ça fait p de z égale moins mu z plus constante. La pression à l'altitude E étant égale à P0, ça nous fera ici moins mu GE plus K. On peut déterminer la constante K qui fait P0 plus mu GE qu'on réinjecte dans l'équation. Et du coup, on va avoir P0 plus mu GE moins Z. Voilà pour l'expression de P de Z. Expression classique, bien évidemment. La pression ici au sommet est égale à P0. Plus vous allez descendre à l'intérieur ici en profondeur, plus la valeur de Z ici va avoir tendance à diminuer, bien évidemment, plus la valeur de la pression va augmenter. Loi de la statique des fluides, rien d'étonnant là-dessus. Par contre, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le calcul de V. Donc, calcul de la vitesse. Donc, calcul de la vitesse. Là, on a projeté l'équation de Navier-Stokes, on l'a projetée selon Z. Maintenant, les forces volumiques de pression sont selon l'horizontale.
Donc ces forces volumiques de pression, on a vu que on avait état dérivé de Vx par rapport à Z2 qui vaut 0. Là, on projette uniquement selon X, je n'ai que cette force-là. État étant non nul, j'ai la dérivée seconde par rapport à Z qui est nulle, dérivée première de Vx qui est égale à une constante, d'où Vx de Z du type AZ plus B. En 0, bien évidemment, la vitesse est nulle, et la vitesse en petit e, elle est égale à grand U. De là, je peux sortir, si vous appliquez Vz en 0 égale 0, ça fait B nul. Et si on applique Vx en petit e égale U, ça fait A fois petit e, d'où A égale U sur E. Du coup, la vitesse horizontale dépend bien de Z, elle est du type U sur E fois petit z. En fait, si on regarde, on a un profil de vitesse, ici, un profil de vitesse qui est linéaire. Si vous joignez les lignes, le lieu des points ici de la colonne de glycérine, on a un profil de vitesse qui est linéaire. Ça, c'est une particularité de l'écoulement de Couette. En fait, qu'est-ce qui met en mouvement les différentes parties du fluide? Je déplace, admettons ici, à la lisière de l'eau, un palais à la vitesse V égale U égale UX. Ça entraîne les différentes parties du fluide. Et dans ce cas-là, on aura un profil ici qui sera un profil linéaire de vitesse. La cause de mise en mouvement des différentes parties du fluide, c'est parce que ici, à la frontière entre l'eau et l'air, on va déplacer un palais à vitesse constante. On verra que dans l'écoulement de Poiseuille, en fait, la portion du haut, la portion du bas sont fixes, mais en fait, on va créer un gradient de pression horizontal, et c'est ce gradient de pression horizontal qui mettra en mouvement les différentes parties du fluide, et qui vont, bien sûr, ce gradient-là, ces différences de pression horizontale, pas verticale, un gradient de pression horizontale, c'est ça qui va assurer la mise en mouvement des différentes parties du fluide, et qui vont engendrer des phénomènes de viscosité, ici, à l'intérieur d'une colonne cylindrique. Vous allez voir que dans ce cas-là, le profil de vitesse ne sera plus un profil de vitesse rectiligne, mais plutôt un profil de vitesse, ici, parabolique dans la conduite. Du coup, bien évidemment, on retrouve que le vecteur position M0M, puisque la vitesse ici est constante, si vous intégrez par rapport au temps, je retrouve bien UZ sur E fois T, UX. On retrouve bien ce qu'on avait constaté par l'expérience. À partir du moment où la vitesse est linéaire en Z, vous avez bien sûr un déplacement qui est proportionnel à T. Voilà, grand 5, étude de la traînée d'un solide dans un fluide. Traînée d'un solide dans un fluide. Voilà, petit 1, on va voir un petit peu les deux régimes importants. Donc, admettons que vous déplaciez ici un objet. Donc, cet objet est animé, admettons, d'une vitesse V. Et puis, cet objet, vous le déplacez à l'intérieur du fluide. Cette vitesse V, c'est la vitesse relative de déplacement de l'objet, ici, par rapport au fluide. Donc, en soufflerie, par exemple, ce qu'on va faire très souvent, c'est qu'on va déplacer le fluide, l'objet sera fixe. Bien évidemment, dans la nature, lorsque l'avion se déplace, on peut négliger la vitesse de déplacement de l'air par rapport à l'avion. Donc, cette vitesse V, ce sera la vitesse relative de l'avion par rapport à l'air, qui est quasiment la vitesse de l'avion. Bien évidemment, en soufflerie, il sera plus évident de déplacer un fluide avec un objet fixe. Donc, les forces, ici, de traînée exercées par le fluide sur l'objet, ces forces de traînée, ici, sont de sens opposé au vecteur vitesse. On peut montrer que ces forces de traînée, bien sûr, ici, si vous mettez un axe X vers la droite, donc s'opposent au vecteur Ux, ici. En fait, on peut montrer que ces forces de traînée sont proportionnelles à la masse volumique, sont proportionnelles à S. S, c'est ce qu'on appelle le mètre couple. Donc le mètre couple, en mètre carré, c'est la projection orthogonale de la surface perpendiculaire à l'écoulement. C'est-à-dire que là, vous écoulez vers la droite. Admettons que si vous êtes dans le cas d'une sphère,
eh bien le mètre couple, projection ici de la surface perpendiculaire à l'écoulement, le mètre couple dans le cas d'une sphère, ici, si vous avez une sphère de rayon R, le mètre couple, ce sera pierre carrée, c'est cette surface-là. Si vous déplacez un cube ici dans un fluide, eh bien le mètre couple, ce sera, si le cube est de dimension petit a, ce sera A au carré, hein, bien évidemment. Une projection de la surface perpendiculaire à l'écoulement. La dépendance étant V au carré, ici, 1/2, et un coefficient très important, ici, qu'on appellera le coefficient de traînée, Cx. Alors, bien sûr, après, à 3 dimensions, on pourra également avoir en aéronautique les définitions des coefficients Cz. Bon, ici, je me place uniquement à 2 dimensions, donc je vais envisager ici l'expression du coefficient de traînée. Ce coefficient de traînée, il dépend du nombre de Reynolds. Et ça, on va pouvoir le tracer dans différents types d'objets. Alors, vous l'avez par exemple, je vous l'ai mis dans les feuilles de TD, vous regarderez. Je vous ai tracé l'évolution ici du coefficient Cx en fonction du nombre de Reynolds. Alors, vous ferez attention, donc c'est la figure 4. Hein. Vous voyez que l'échelle est logarithmique en abscisse et en ordonnée. En fait, on a quelque chose de ce type-là. Voilà, on a une première zone ici. Grosso modo, vous regarderez sur l'allure de la courbe. Dans le cas, donc ça a été tracé par une sphère. Alors, ça ne se fait pas instantanément. Vous voyez que vous avez ici sur le schéma qu'on vous propose, donc figure 4 ici sur ce complément, vous avez des études qui ont été faites petit à petit en soufflerie dans les années 20, ici qui vous ont permis de reconstituer un petit peu ce différent diagramme. Donc grosso modo, ici, si le nombre de Reynolds est plus petit que 1000. Donc on s'aperçoit que dans cette zone-là, ici, vous avez une droite qui vous a été tracée dans cette zone-là. On s'aperçoit que lorsque le nombre de Reynolds est plus petit que 1000, ici, donc voilà, plutôt un terme convectif qui est négligeable devant le terme visqueux, hein, on peut regarder un petit peu ces différents termes-là. Hein. Alors bien sûr, plus le nombre de Reynolds est petit, plus ça sera le terme visqueux qui est important. Si on se rapproche du nombre de Reynolds égal à 1000, le terme convectif est quand même non négligeable. Donc première portion de courbe, nombre de Reynolds plus petit que 1000. On voit sur la courbe, ici, que la courbe peut être facilement approximée par une loi du Cx égale 24 sur le nombre de Reynolds. Du coup, si Cx c'est 24 sur Re, on se rappelle que Re c'est Vl sur mu. Donc si je remets ça dans la force de traînée, dans ce premier domaine, on a moins 1/2 de mu. Le mètre couple, on a dit que c'était pi r carré, Gv au carré, et le Cx c'est 24 ici, V. L, la longueur caractéristique ici, dans le cas d'une sphère, ce sera le diamètre, ce sera 2L, ici, multiplié par nu, et nu, la viscosité cinématique, on l'a vu tout à l'heure, que c'était la viscosité ici dynamique, divisé par mu. Donc on peut simplifier par mu, le tout selon Ux. Donc on s'aperçoit qu'en fait, vous allez avoir 24 sur 2 et sur 2, ça fait 6, pi, R2 sur R, ça fait R, eta VUX. La force de traînée, dans le cas de nombre de Reynolds, c'est plus petit que 1000. On s'aperçoit que cette force de traînée, c'est une force qu'on a déjà rencontrée pour les faibles vitesses, une force qu'on appelle la force de Stokes. Vous voyez que cette force de traînée, elle est proportionnelle à la vitesse. Donc pour des faibles vitesses, puisqu'on a faible nombre de Reynolds plus petit que 1000, on s'aperçoit que cette force de traînée, elle est proportionnelle à la vitesse. Maintenant, si vous êtes dans la deuxième zone, ici, grosso modo de 1000, vous voyez sur le schéma, à peu près 2 10 puissance 5, on s'aperçoit que le Cx est à peu près constant. En fait, vous voyez sur le schéma, on s'aperçoit que Cx, dans la deuxième zone, ici, donc nombre de Reynolds en gros compris entre 10 puissance 3 et 2 10 puissance 5, Cx, vous voyez sur la deuxième zone, est à peu près constant, ça vaut 0,4.
Donc du coup, la force de traînée sur cette deuxième zone, ça nous fera moins 1,5 de 0,4, donc moins 0,2, fois mu, fois le mètre couple, fois V au carré, UX. On s'aperçoit que dans cette deuxième zone, ici, où le nombre de Reynolds est compris grosso modo entre 1000 et 200 000, la force de traînée, ici, elle est proportionnelle à V au carré. On a une force quadratique, ici, pour des vitesses plus importantes, pour un nombre de Reynolds compris entre 10 puissance 3 et 2 10 puissance 5. Donc, deux régimes particuliers. Nombre de Reynolds plus petit que 1000, à ce moment-là, on retrouve que la force de traînée est plutôt proportionnelle à la vitesse. Par contre, dans le domaine 10 puissance 3, 2, 10 puissance 5, on a une force de traînée plutôt proportionnelle à V au carré, qui s'oppose toujours au déplacement. Alors ça, ce sera toujours très important d'évaluer avant de faire les calculs, puisque ça, si on le met dans les applications du principe fondamental de la dynamique, il faut évaluer le nombre de Reynolds. Connaissant le nombre de Reynolds, on est ici, c'est plutôt plus petit que 10 puissance 3, on prend une force proportionnelle à V. On est par contre dans ce domaine-là et il faudra prendre plutôt une force proportionnelle à V au carré. Dans ce cas-là, on la met dans le principe fondamental de la dynamique, on fait la résolution et on vérifie a posteriori si ce qu'on a obtenu ici de manière calculatoire est bien en accord ici avec l'expérience. Voilà, deux types de régimes. Il se passe autre chose ensuite avec un décrochage ici du CX en fonction du nombre de Reynolds. Vous voyez que vous avez un décrochage qui se situe grosso modo après, vous voyez qu'à peu près à 4 10 puissance 5 pour le nombre de Reynolds. On y reviendra tout à l'heure. À 4 10 puissance 5, on a une brusque, ici, diminution du nombre de Reynolds, du coefficient de traînée en fonction du nombre de Reynolds. On l'interprétera tout à l'heure. On essaiera de voir un petit peu ce qu'on peut faire dans cette zone-là. Donc, décroissance du CX en fonction du nombre de Reynolds, pour un nombre de Reynolds plus petit que 1000. Entre 1000 et 200 000, ici, vous voyez que le CX, le coefficient de traînée, est à peu près constante en fonction du nombre de Reynolds. Par contre, ici, on s'aperçoit de quelque chose un petit peu particulier qu'on pourra utiliser dans certains domaines sportifs, par exemple. On pourra utiliser ce brusque décrochage, ici, du CX en fonction du nombre de Reynolds. Petit 2, on revient sur les types d'écoulement dans ces deux zones. Donc, petit 2, écoulement laminaire et turbulent. Voilà, donc si le nombre de Reynolds est plus petit que 1000, on a vu tout à l'heure qu'à ce moment-là, ici, vous avez une décroissance du coefficient de traînée en fonction du nombre de Reynolds. C'est une force plutôt proportionnelle à V. Eh bien, si vous regardez un petit peu le type d'écoulement, ça vous l'avez sous la figure 4. Je vous ai représenté ici les deux types d'écoulement. Donc là, vous avez l'écoulement, par exemple, autour d'une aile d'avion. Voilà ici. Donc si vous êtes ici avec un nombre de Reynolds plus petit que 1000, en fait, on s'aperçoit que les différentes parties du fluide vont s'écouler autour de l'aile d'avion sous forme de lamelles. Sous forme de lame. C'est pour ça qu'on parlera d'écoulement laminaire ou l'écoulement lamellaire. Donc, si vous avez un nombre de Reynolds plus petit que 1000, l'écoulement sera laminaire, lamellaire. Les différentes portions du fluide vont s'écouler les unes sur les autres, quasiment sans se mélanger. On a un écoulement qui a tendance ici à former différentes lamelles autour de l'obstacle. On parle d'écoulement laminaire ou lamellaire. Par contre, si on est dans le cas d'un nombre de Reynolds compris entre 1000 et 2 10 puissance 5, à ce moment-là, l'écoulement va devenir turbulent. Donc, vous l'avez sur la figure du haut, ici. À partir d'un certain moment, je vous ai mis par exemple l'écoulement autour d'une sphère. Donc, si l'écoulement est laminaire, bien sûr, on aura quelque chose comme ça. Mais par contre, si on arrive à un nombre de Reynolds plus grand que 1000, on voit apparaître ici, derrière l'objet, des cellules tourbillonnaires, un effet tourbillon qui va venir se placer derrière l'objet. L'écoulement devient tourbillonnaire, turbulent derrière l'objet. Donc attention ici, à partir du moment où le nombre de Reynolds devient plus grand que 1000, on n'est plus en écoulement laminaire, mais en écoulement turbulent. Et ça, faudra y faire un petit peu attention.
on verra différentes applications. Alors souvent, c'est ce que vous avez par exemple sur les ailes d'avion à l'atterrissage. Vous regarderez la prochaine fois que vous prendrez l'avion, pas maintenant malheureusement, mais vous allez voir qu'en fait, le pilote à l'atterrissage, et bien sur ses ailes, il va ouvrir plus ou moins des petits volets, des vortex spoilers qui vont venir se déplacer. En fait, il va incliner différents vortex pour en fait déclencher sur l'aile. Ici, il y aura des petits volets. Et ces petits volets vont permettre de décrocher en fait le fluide. Ici, ça va permettre un décrochage du fluide. Et le fluide, en fait, en décrochant, va venir permettre de fixer un petit peu plus au sol, ici, l'aile. Donc, il va jouer sur l'orientation des petits volets, ici, pour déclencher la turbulence, ici, pour essayer, sur une phase d'atterrissage, ici, d'appuyer un petit peu sur les ailes pour ralentir. Ça ne permettra jamais totalement d'arrêter l'avion, mais de ralentir l'avion. Alors, des fois, ça peut être intéressant de décrocher la turbulence derrière également. Donc ça, sur les voitures, par exemple, vous avez souvent des spoilers à l'arrière. Donc, les spoilers à l'arrière de la voiture. Voilà. Donc, le fluide s'écoule. Le spoiler à l'arrière déclenche, ici, dévie les filets d'air. Et hop, si on a par exemple ici un fluide qui devient tourbillonnaire, vous voyez qu'en fait, il déclenche la turbulence et hop, les filets d'air ont tendance à revenir ici vers l'avant de la voiture. Et ça peut exercer des forces de poussée sur la voiture. Donc le fait ici d'avoir notre spoiler, alors sur certaines voitures comme sur les Porsche par exemple, ça peut être déclenché à différentes vitesses. Hein. Et donc on va incliner le spoiler, c'est pareil, on fait décrocher les filets d'air, effet tourbillonnaire, et on a tendance à avoir une sorte de coup de pied au cul derrière la voiture ici, qui va entraîner des forces de poussée qui peuvent être intéressantes. Bien sûr, pas sur une voiture de Monsieur Tout-le-Monde, mais sur des voitures de course, ça peut être intéressant, sur des Formule 1, etc. Ici, pour exercer des forces de poussée qui peuvent être plus importantes. Voilà, grand 6, écoulement parfait et couche limite. Grand 6, écoulement parfait et couche limite. Donc, une première zone, on va essayer de voir un petit peu ce qu'on appelle l'écoulement parfait. Donc, en fait, vous avez, admettons, le sol, ici. À une distance, à une hauteur très très importante du sol, on peut considérer que le fluide n'est pas affecté par les forces de viscosité, ici, exercées par le sol, puisque le sol est fixe. Donc, à une distance très très importante, voilà le profil de vitesse. Ici, la vitesse est constante. On aura un écoulement parfait avec un profil de vitesse qui sera tout à fait uniforme. Par contre, petit b, condition limite, bien sûr, puisque le sol se déplace pas, vitesse du sol supposée constante, bien évidemment, on aura comme condition limite, si là vous mettez un axe Z, la vitesse à l'altitude Z vaut 0, vaut 0. Du coup, ce qui va se passer dans une certaine zone, donc là on aura une zone bien sûr d'écoulement parfait, de dimension admettons grand L. On va avoir ici une zone d'épaisseur delta qu'on appellera la couche limite. Ça va être une zone adaptatrice de vecteur vitesse puisqu'on va passer d'une zone où l'écoulement est parfait, où la vitesse est constante, à une zone où la vitesse s'annule. Donc là, dans cette zone-là, on aura par exemple un profil de vitesse linéaire, si on a quelque chose de type écoulement de couette, ou un écoulement ici avec un profil plutôt parabolique, si on a un écoulement de Poiseuille. Mais en tout cas, dans cette zone-là, on aura en fait une zone adaptatrice de vitesse. On va passer d'une vitesse nulle au sol à une vitesse pour un écoulement parfait. Donc en fait, vous voyez que cette couche limite, c'est une zone adaptatrice de vitesse. On passe de 0 à une vitesse ici qui sera constante. Essayons d'évaluer ici la hauteur de la couche limite. Pour ça, on va dire que dans la zone d'écoulement parfait, c'est plutôt le terme convectif qui va l'emporter. Donc c'est un terme en UV carré sur L, terme convectif qui l'emporte. Par contre, sur la zone de couche limite, c'est plutôt le terme visqueux qui va l'emporter.
Donc le terme visqueux, au niveau de l'analyse dimensionnelle, on avait dit que c'était eta V sur delta 2, puisque la L, c'est la longueur caractéristique ici sur la couche de l'écoulement parfait, et delta ici sur la couche limite. Et pour trouver l'épaisseur de la couche limite, on va dire que là, c'est plutôt le domaine parfait qui l'emporte, donc plutôt le domaine convectif qui l'emporte. Là, c'est plutôt le domaine visqueux qui l'emporte. Et bien, à la frontière, les deux domaines, ici, coïncident, c'est-à-dire que là, on va dire parfait l'emporte, zone convective qui l'emporte. Ici, plutôt visqueux qui l'emporte, ici. Donc, on va dire qu'en fait, pour avoir la hauteur de la couche limite, eh bien, à cette hauteur-là, les deux effets se compensent. Donc, recherchons à ce moment-là quand est-ce que le terme en mu v carré sur L est égal au terme en eta v sur delta 2. Donc, ça nous fait delta 2 sur L égale eta v sur mu v carré, c'est-à-dire eta sur mu v. Je divise les deux termes par L et on se retrouve avec delta 2 sur L2 égale eta sur mu vL. Je vous rappelle que eta sur mu, c'est nu, donc ça nous fait nu sur VL. Et on a montré tout à l'heure que VL sur nu, c'était égal au nombre de Reynolds, donc ça nous fait 1 sur le nombre de Reynolds. Donc en fait, delta sur L, c'est 1 sur la racine carrée du nombre de Reynolds. Voilà comment on peut évaluer ici la hauteur de la couche limite. Delta, en fonction de la longueur caractéristique, on voit que c'est égal à 1 sur la racine carrée du nombre de Reynolds. Ça peut vous donner, par rapport à l'objet, eh bien, l'épaisseur de la couche limite sur lequel, en fait, la vitesse est affectée. Ça veut dire quoi? Prenons l'exemple d'une voiture. Donc, prenons l'exemple d'une voiture. Voilà, calculons un ordre d'idée du nombre de Reynolds. Donc le nombre de Reynolds, on a dit que c'était VL ici sur nu. Prenons l'exemple d'une voiture qui se déplace ici dans l'air. Tout à l'heure, on a dit, par exemple, dans le cas de l'air, si on revient aux définitions de tout à l'heure, j'avais donné quelques ordres de grandeur de la vitesse cinématique. Dans le cas de l'air, on était à 1,4 10 puissance 5. Donc 1,4 10 puissance 5. Hauteur caractéristique, prenons un monospace, admettons, hauteur caractéristique 2 mètres. Ici, vitesse de déplacement, on va dire les 100 km/h, une trentaine de mètres par seconde. Donc on est à 60 sur 1,4 10 puissance 5. Donc grosso modo, on est à 4 ici. Donc 1,4 10-5 pour la viscosité cinématique. Ici, donc on est à peu près, vous voyez, un petit peu plus que 40, 60 sur 1,4, 10 puissance 5, donc on est à 4, 10 puissance 6 pour le nombre de Reynolds. Du coup, delta, ce sera L sur la racine carrée du nombre de Reynolds, ça fait 2. Racine carrée de 4, 10 puissance 6, ça fait 2, 10 puissance 3. Donc ça fait 10-3 mètres. Vous voyez qu'en fait, la couche limite au-dessus de la voiture est vraiment très très fine, 1 mm. Donc vous voyez, quand on aura l'écoulement d'air, en fait, la zone adaptatrice, la couche limite autour de l'objet, et plus il va vite, plus bien sûr la couche limite, plus l'objet ira vite, bien évidemment, à même longueur caractéristique grand L, plus le nombre de Reynolds sera grand, plus l'épaisseur de la couche limite sera faible. Au-dessus d'une aile d'avion, c'est encore beaucoup plus fin que ça. L'épaisseur de la couche limite est vraiment très très fine. Là, on est déjà qu'à 1 mm au-dessus de la voiture. Voilà, dernier point. Petit f, je vous ai mis caractère turbulent ou laminaire de la couche limite. Donc pour ça, on peut définir un nombre de Reynolds local, un nombre de Reynolds global. Donc le nombre de Reynolds global, VL sur nu, le nombre de Reynolds local, on fait apparaître la couche limite, V delta sur nu. Bilan, si on fait le rapport ici, RE local sur RE global, c'est égal à delta sur L, qui fait 1 sur racine carrée du nombre
de Reynolds. Mais le nombre de Reynolds qu'on avait calculé, c'est le nombre de Reynolds global. Du coup, on s'aperçoit que le nombre de Reynolds local, on refait passer le nombre de Reynolds global sur la racine carrée du nombre de Reynolds global, ça fait RE global. Donc attention, il faudra toujours faire gaffe à quelque chose, c'est qu'en fait, si on calcule un nombre de Reynolds local en servant de la couche limite, eh bien, ce qu'on aura sur le nombre de Reynolds local ne sera pas du tout la même chose qu'on aura sur le nombre de Reynolds global. Donc un comportement des fois ou laminaire ou turbulent qu'on pourra avoir globalement, on ne l'aura pas forcément localement. Donc on peut être laminaire d'un côté, turbulent de l'autre et inversement. Donc par exemple, si vous avez un RE global qui est égal à 10 puissance 6, donc on aura un comportement qui sera bien au-delà de l'écoulement de turbulente tout à l'heure, on va même voir où on est, eh bien on aura un RE local à 10 puissance 3. Donc on s'arrange, admettons, pour que localement on a un RE local à 1000, dans ce cas-là on aura un RE global à 10 puissance 6. Si vous regardez la courbe de tout à l'heure, quand on a tracé CX en fonction du nombre de Reynolds, bon là, régime laminaire, là, régime turbulent, puis on avait dit au-delà, on a un brusque décrochage du CX en fonction du nombre de Reynolds. Donc si on arrive à avoir un nombre de Reynolds, par exemple, global aux alentours de 10 puissance 6, on est dans cette zone-là, on a une brusque diminution du CX. Qui dit baisse de CX, dit baisse de la force de traînée. Et dans ce cas-là, on pourrait s'apercevoir que les forces de traînée, les forces dues, admettons, à la résistance de l'air, si vous déplacez un objet dans l'air, brusquent fortement. Et bien ça, c'est ce qui est utilisé ici, dans la fabrication de la balle de golf. En fait, la balle de golf n'est pas une balle qui est sphérique, comme une balle de tennis, une balle de ping-pong. On a des petites alvéoles. Et bien, les petites alvéoles sont construites de telle façon à ce qu'on ait en fait un RE local de l'ordre de 10 puissance 3. En fait, dans cette zone-là, en fait, ça a été calculé pour que, au premier coup du golf, surtout pas au niveau du putt, sur un green par exemple, mais lors du premier coup du golf, hein, ici, sur la première frappe du golfeur, il va déplacer la balle de golf à 200 km/h. Et bien, en fait, ici, à cette vitesse-là, si on calcule l'ordre d'idée du RE local, de l'ordre de 10 puissance 3, on est dans cette zone-là, brusque décrochage du CX en fonction du nombre de Reynolds, baisse de force de traînée, et qui dit baisse de force de traînée, dit, bien sûr, portée du tir qui va être augmentée. À cause de la forme de la balle de golf qui est alvéolaire, eh bien, on aura des forces de traînée plus faibles, d'où une portée du tir qui sera beaucoup plus importante. Ici, on va réduire ici la valeur du CX et donc augmenter la portée du tir puisqu'on aura des forces de traînée qui seront plus petites. Donc la forme de balle de golf permet d'avoir un RE local, donc un RE global dans cette zone-là et donc avoir un comportement qui peut être intéressant avec une baisse de CX dans cette zone-là. Voilà. Dans la partie grand 7, je vous l'avais mis, je vais quand même vous le mettre dans le poly sous forme de TD. Il y avait toute la partie sur la tension superficielle, les problèmes de capillarité. Mais ça, normalement, c'était que quelque chose qu'on devait voir en TP, qu'on pouvait vous demander à l'oral, sous forme de TP. Bien évidemment, puisqu'il n'y aura pas de TP et certainement pas d'oral, je ne vais pas m'étendre là-dessus, surtout pas de TP. Donc, je vous ai mis les caractéristiques, voir comment on peut mesurer les forces de tension superficielle en travaux pratiques. Vous lirez un petit peu les différentes méthodes. On ne va pas s'étendre là-dessus, puisque de toute façon, on ne vous demandera rien à l'écrit là-dessus. Voilà. On verra au chapitre prochain. Ça sera notre dernier chapitre de mécanique des fluides. Le théorème de mécanique des fluides, très très important, le théorème de Bernoulli, où là on verra que très souvent on ne prendra plus en compte les phénomènes de viscosité, on privilégiera le terme convectif, et on verra différentes applications du théorème de Bernoulli. Voilà, allez, je vous souhaite encore bon courage, accrochez-vous, hein, ce n'est pas des chapitres qui sont très difficiles. Par contre, vous allez voir en exercice, il y a plein d'exercices intéressants sur les applications des phénomènes de viscosité, en se disant, voilà, les exos qui vont revenir très souvent, c'est le fameux écoulement de couette ou de poids-œil. Et on va vous retrouver pas mal de similitudes, des calculs de résistance hydraulique, etc.
vous allez voir très souvent la loi de Poiseuil, hein, très très intéressant. C'est la loi un petit peu du plombier. On va vous calculer des pertes de charge, hein, en fonction du débit volumique. Vous verrez tous ces exos sur la loi de Poiseuil qui sont très très intéressants. Voilà pour ce deuxième chapitre de mécanique des fluides. On verra un petit peu plus tard dans la semaine ce second chapitre qui portera sur le théorème de Bernoulli.